Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fertilité du sol, au fonctionnement de celui-ci et à la question que l'on se pose de plus en plus, comment puis-je améliorer mon sol? Alors, force est de constater aujourd'hui que justement notre domaine agricole correspond de moins en moins à ce que l'on pourrait en attendre, c'est-à-dire produire une abondance de fruits et de légumes comme le fait la nature, et des légumes et des fruits de qualité, ce qui n'est absolument pas le cas car on voit que nos sols sont de plus en plus dénutris, ils sont morts en fait, et qu'on est complètement dépendant des intrants chimiques, les pesticides, les fongicides et les herbicides. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers des cultures dites hors sol, où finalement, on va cultiver des fruits et des légumes dans de la laine de verre avec finalement des tuyaux qui vont amener les micros et les macronutriments synthétiques aux plantes. Donc oui, effectivement, on arrive encore à produire des légumes, mais quelle sorte de légumes et avec quelle qualité? Parce que franchement, quand on mesure aujourd'hui, ils sont dépourvus complètement de micro et de macronutriments, ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner si nous, derrière aussi, nous sommes carencés de ces micro et de macronutriments. Donc voilà. Pour pas dresser non plus encore une fois un bilan complètement négatif et qu'on s'intéresse plutôt aux solutions et comment on peut faire pour nous ne pas arriver dans ces procédés et rester dans des procédés naturels et écologiques, je pense que dans un premier temps, ça va être intéressant de s'intéresser au sol directement parce que en fait oui, on est très fort, on connaît de mieux en mieux la spécificité des micro et macronutriments qu'il nous faut pour chaque plante, etc., de manière très 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 précise, mais comme pour beaucoup de choses, à force d'avoir le nez dans quelque chose, on a tendance à ne plus pouvoir prendre du recul et avoir une vision d'ensemble, une vision holistique de la problématique qu'on rencontre, et en l'occurrence ne plus avoir suffisamment de nutriments dans nos sols pour nourrir nos plantes. Aujourd'hui, j'ai choisi exprès de me retrouver dans une forêt, dans un milieu naturel, pour vous parler aujourd'hui du sol, parce que je pense que la première des choses à faire, et ce qu'on met en avant surtout en permaculture, c'est de s'inspirer justement des systèmes naturels et des écosystèmes déjà en place, qui fonctionnent finalement tout seuls. Parce que là, il y a une forêt là, que vous voyez derrière moi, il y a une diversité de plantes et d'espèces qui poussent, et elles n'ont pas attendu l'intervention de Bibi, ni de personne d'autre. C'est-à-dire que la nature, en fait, elle pousse tout seule. Alors si on veut suivre la logique, en fait, les fruits et légumes qu'on veut faire pousser, ils devraient aussi pousser tout seuls. Seulement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on s'est éloigné de plus en plus des systèmes naturels, de l'inspiration que pourrait nous donner celle-ci. Et en l'occurrence, par exemple, on voit bien que le système naturel, il est totalement autonome. C'est-à-dire qu'en fait, tous les nutriments, les macronutriments, ils se trouvent dans le sol. L'arbre, lui, avec ses racines, il va aller puiser comme ça dans la terre pour aller chercher les micros et les macronutriments. Il va se faire aider des champignons qu'on appelle plus particulièrement le mycélium, qui va être finalement comme un réseau internet dans le sol, qui va l'aider lui à aller lui apporter des micros et des macronutriments. Et en échange, par exemple, l'arbre, lui, en poussant et en mettant en place ses feuilles, va faire ce que l'on appelle la photosynthèse, donc de la lumière. Il va transformer ça finalement en glucose, donc il va en prendre pour lui, mais il va aussi en donner au mycélium. Donc on voit déjà qu'il y a un échange permanent entre ce qui se passe dans le sol et ce qui se passe au-dessus du sol, afin que le système continue de prospérer. Alors l'arbre, il se nourrit dans le sol, comme je le disais, il va se nourrir, donc il va digérer, assimiler, et après il va faire des résidus, comme tout organisme vivant, après s'être nourri. Il produit des résidus, et l'arbre, ces résidus, par exemple, ça va être de la lignine, en fait. Et donc la lignine, c'est ce qu'on va retrouver finalement au cœur de l'arbre. En fait, vous voyez l'arbre ici. Alors, à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'aubier. C'est toute la partie finalement vivante où se passe le métabolisme de l'arbre. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la lignine. En fait, c'est le tronc, c'est la matière osseuse et la structure osseuse qui va faire du coup la rigidité de l'arbre. Et en fait, tous les résidus de cet arbre, en tout cas 80%, vont servir à sa structure pour qu'il puisse être solide et s'épanouir. Donc on voit bien déjà qu'une deuxième chose arrive, c'est que dans la nature, rien ne se perd, tout se garde, tout se transforme, donc il n'y a pas de déchets. En revanche, nous par exemple, quand une plante vient de pousser sur un sol agricole, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On l'arrache et on l'enlève et on va l'acheter ailleurs, dans une déchetterie ou ailleurs, alors que c'est la nourriture de notre sol. Donc c'est complètement dommage. Alors que dans le système naturel, on voit bien que finalement, tout ce qui va être produit en matière de fruits, en matière de feuilles, en matière de branches, tout ça à un moment donné, ça va tomber, il va y avoir des petites branches qui vont tomber, des fruits, des feuilles,
qui vont tomber sur notre sol. Et une fois qu'ils vont tomber sur notre sol, ça va être l'activité de tout un tas de micro-organismes qu'il y a sur le sol et dans le sol, qui vont commencer à décomposer ce qu'il y a en surface pour créer ce que l'on appelle de l'humus. C'est ce qu'on trouve en fait dans une forêt, donc c'est toute cette partie-là. Ça s'appelle l'humus en fait, donc c'est de la matière en fait vivante dégradée. Et après, ça va être l'activité de énormément d'organismes que l'on trouve dans le sol. Parce que oui, on sait aujourd'hui que un quart, donc ce qui n'est pas rien, un quart de toute la vie qu'il y a sur Terre se trouve dans nos sols. Donc d'où l'importance de s'intéresser à celle-ci. Donc on va retrouver énormément de types de micro-organismes, comme le vont être par exemple les arthropodes, les nématodes. Il va y avoir des millions de protozoaires, des millions de bactéries et de champignons, en tout cas tout un monde fongique saprophages que l'on va retrouver dans le sol, et notamment aussi des vers de terre qui sont beaucoup plus connus. Et j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur les vers de terre, parce que bien qu'ils soient connus, ils vont être régis en 3 grandes familles, qui vont être les épigéiques. Alors les épigéiques, c'est les premiers vers de terre que l'on pourrait voir si on commence à gratter un petit peu le sol, qu'on va des fois voir en surface, mais qui sont dans les premières couches du sol, qui font un travail de va-et-vient comme ça pour commencer à mélanger les différentes strates du sol. Puis on va avoir un deuxième groupe qui s'appelle les endogéiques. Alors les endogéiques, ce sont ceux que l'on ne va pas particulièrement voir, sauf si on fait des trous assez conséquents. Alors eux, ils sont plutôt dans le sol, dans les 2e, 3e et 4e couches du sol. Et eux, ils sont plutôt, par exemple, de manière horizontale, ils travaillent à faire des mélanges horizontaux. Mais eux ne vont jamais ni dans les profondeurs, ni à la surface du sol. Et on a les derniers qui sont les anéciques. Alors ceux-là, ce sont des gros vers de terre qui sont plus grands que ceux que l'on peut voir habituellement. Et eux vont vraiment descendre dans les argiles profonds pour mélanger, en mangeant en fait tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, mélanger toutes les différentes strates que l'on va trouver dans la terre, en partant de l'humus et en descendant là où on va trouver quand même du sable et du limon, plus les argiles en profondeur, et va mélanger tout ça. Grâce à ces excréments, en fait, ça va donner ce qu'on appelle de la terre, ou plus spécifiquement de manière scientifique, le complexe argilo-humique. Donc en fait, on vient déjà de comprendre que la nature toute seule, en fait, produit un sol de qualité, elle pompe dans le sol les micronutriments, produit quelque chose au-dessus, relâche ses surplus, et une fois que ces surplus sont relâchés, c'est tout un tas de micro-organismes qui va retransformer tout ça, et pouvoir le retransformer en terre, en micro et en macronutriments, qu'ensuite les champignons, etc., vont aller chercher pour redonner aux plantes, en échange d'obtenir du sucre via la photosynthèse qu'aura fait les plantes pour eux également. Donc voilà, on voit bien que c'est tout un cycle qui continue et qui ne s'arrête jamais, qui fait qu'en fait, la nature n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. Donc dans un premier temps, c'est très important à comprendre, parce que ça veut dire qu'en fait, au lieu de vouloir être hyper interventionniste, va plutôt falloir laisser faire la nature. Et nous, on est très interventionniste, on le voit bien, par exemple, on nous a toujours appris dans le domaine agricole qu'il faut qu'on retourne notre sol chaque année, parce que ce sol devient dur, et qu'en fait, à cause de la pluie et du soleil, il s'assèche et donc devient dur, et donc on ne peut rien planter dedans, donc on est obligé de le labourer. Sauf que quand on le laboure, on mélange en fait tous ces organismes qui sont dans le sol, et qui ont des places, comme on vient de le voir, différentes, et des fonctions aussi qui sont différentes. Ils évoluent pas dans les mêmes milieux. Donc quand on mélange tout ça, en fait, on mélange complètement les milieux de ces organismes. Et par exemple, ceux qui étaient en anaérobie, qui vivent en l'absence d'oxygène sous le sol, se retrouvent au-dessus du sol et ils meurent. Et pareil pour ceux qui étaient au-dessus du sol, qui se retrouvent dans le sol et ils meurent également. Donc en fait, on perturbe de plus en plus notre vie micro- et macrobiotique dans notre sol. Et à défaut, on aura beau amender, même que ce soit de manière chimique ou naturelle, notre sol, en fait, il n'y aura pas ces micro-organismes, donc on n'assimilera quasiment rien. Voilà pourquoi c'est bien de s'intéresser à qu'est-ce que je dois apporter sur mon sol, mais c'est plus important de s'intéresser à la qualité de notre sol et de s'inspirer justement de la nature. Et quand on le voit, encore une fois, dans la nature, les sols, ils sont jamais à nu. Donc, la première des choses à penser, c'est que notre sol, nous aussi, quand on veut faire du jardinage ou du maraîchage, notre sol ne doit pas être à nu. Il faut qu'on y amène un couvert. Alors, il va y avoir plusieurs couverts différents qui vont apporter plusieurs choses différentes, mais plus on va s'intéresser à apporter un couvert qui ressemble, entre guillemets, qui est en tout cas mélangé
comme on le trouverait dans la nature, plus on va s'assurer d'avoir un couvert qui va apporter les bons ratios. Parce qu'il y a des équilibres à apporter, et le sol, tout comme le corps, a besoin d'un certain équilibre. Et on connaît beaucoup aujourd'hui dans le domaine agricole le ratio et l'équilibre qu'il y a entre les matières carbonées et les matières azotées. On dit qu'aujourd'hui, il faut à peu près un ratio de 25. C'est-à-dire qu'il faut 25 molécules carbonées pour une d'azote. Et la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, par exemple, à amender nos jardins avec plein de fumier, uniquement du fumier, par exemple, de vache, c'est que ce fumier, il va être beaucoup trop azoté pour notre sol et que notre ratio de 25 va plutôt tomber entre 1 voire 3. Donc, ce qui est pas du tout bon pour notre sol. Donc, on va le brûler. Et si on apporte trop d'une molécule, comme par exemple si on apporte trop d'azote, ça va se faire au détriment des réserves qu'il y a dans le sol, par exemple en carbone. Vu que le sol n'aura pas suffisamment de carbone, il va le puiser dans ses réserves, et donc ça va se faire au détriment du sol parce qu'il va finir de plus en plus carencé, parce que les réserves, ça s'épuise au bout d'un moment. Donc, ce qui va être important, c'est de s'intéresser à les rapports d'azote-carbone, et notamment, je vais pouvoir vous retranscrire que si on amène du fumier direct, de l'urine, etc., on ne va pas être dans un bon rapport, parce que comme je viens de le dire, on est dans un rapport de 1 à 3. Si on apporte du compost qui aura été pas très bien géré, on va être dans un rapport de 4, 5, 6. Si le compost a bien été équilibré dans les proportions d'azote-carbone, et donc pour ça, il faut s'intéresser à comment produire un bon compost, ce sera une des vidéos d'idées de capsules chez Jousia. Là, on serait plus dans un ratio de 10. Si on amène, par exemple, des branchages, des feuilles mortes que l'on trouverait, par exemple, dans la nature, là, on va être plus dans un ratio qui va s'approcher des 10, 20 et 30. Donc, on est plus dans ce que demanderait, en fait, un système naturel et ce que demanderait notre sol. Et si on apporte, par exemple, des matières azotées, type de la tonte directement fraîche sur notre sol, là, on va être, pareil, sur un ratio de 10. Si on apporte du BRF, donc des jeunes rameaux raméales fragmentés, donc en fait c'est une technique qui est de plus en plus utilisée justement dans les agricultures type sol vivant, l'agriculture biologique type sol vivant, où justement on va épandre énormément de ces branchages, de ces jeunes rameaux en fait, qui vont être broyés, qu'on va dispatcher sur le sol pour améliorer en fait notre partie de carbone sur notre sol et améliorer la vie microbienne du sol. Sauf qu'on s'aperçoit que dans certains cas, des fois, on va avoir un manque d'azote suite à cet épandage de BRF. Pourquoi ? Parce que sans doute on a amené beaucoup trop de carbone et donc il y avait un déficit d'azote. Et donc le sol est allé puiser encore une fois dans ses réserves et donc à un moment donné les réserves s'épuisent, ce qui fait que on n'a plus suffisamment d'azote. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, comme quoi il faut être assez précis et donc il faut se renseigner au préalable pour savoir quel type de couvert on va mettre sur notre sol. C'est pour ça qu'avant même de savoir quel type de couvert on va mettre, je pense qu'il serait intéressant aussi, comme on peut l'observer dans la nature, de voir que finalement il y a toujours plein d'espèces de végétaux qui poussent. Et effectivement, sur notre jardin ou notre système agricole, on s'entête en permanence, par exemple, à enlever ce qu'on va appeler des mauvaises herbes. Parce que pour que notre sol soit uniquement à nu, parce qu'on a peur que si ces herbes restent, elles vont prendre tout ce qu'il y a à prendre dans le sol et qu'il n'y aura plus rien pour nos plantes. Donc on les enlève. Sauf que même quand on les enlève, elles reviennent en permanence et ça devient de plus en plus difficile, ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser des trucs chimiques pour carrément tout cramer. Sauf que là, on crame carrément le sol. Moi, je pense qu'il serait intéressant de s'intéresser à ces dites plantes qui poussent et de savoir pourquoi elles poussent, qu'est-ce qu'elles viennent faire. Et elles ont tout un intérêt différent. Et notamment, certaines viennent améliorer la fixation de l'azote. Donc si après, on amène des matières azotées sur notre sol, si ces plantes sont là, elles vont aider à la fixation de l'azote. Si on les enlève, on aura beau amender notre sol, la fixation de l'azote ne va pas se faire de la meilleure des façons, voire pas du tout. Donc en fait, on continuera d'être carencé dans notre sol et d'avoir des fruits et légumes carencés, alors qu'on apporte quand même quelque chose. Le plus important en fait, c'est de laisser les plantes dans un certain endroit, voir ce qu'elles font, s'intéresser à chaque plante, et si on veut vraiment pas de la plante en question, on peut par exemple la remplacer. Comme on sait aujourd'hui que par exemple tout ce qui est de la famille des légumineuses vont être de très grands fixateurs d'azote.
Donc ça peut être intéressant justement d'aller amener, si on enlève certaines plantes, de nous ramener des plantes, par exemple comme les légumineuses, de les laisser pousser un petit peu et à un moment donné, quand elles ont fini leur cycle, de les laisser sur le sol ou d'amener d'autres formes de plantes qui vont produire énormément de biomasse, qui vont faire des grosses feuilles, etc., qu'on va laisser ensuite sur le sol parce qu'elles vont permettre plusieurs choses. Un, d'apporter de la nourriture à notre sol et deux, d'empêcher que notre sol soit à nu. Et donc, on n'aura pas d'assèchement de sol, on n'aura pas de problème de tassement avec la pluie parce que la pluie va tomber sur ces plantes avant de tomber sur le sol directement. Et donc, ça va ruisseler et on n'aura pas de tassement de sol. Donc, en fait, on gagne sur tous les tableaux à finalement quoi? S'inspirer de la nature pour concevoir nos modèles agricoles. Voilà ce que j'avais envie d'émettre dans cette vidéo. Alors, bien sûr, je ne rentre pas dans les précisions, ce n'est pas non plus un cours, mais j'avais juste envie qu'on élargisse un petit peu notre esprit sur les composantes du sol, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il a besoin. Et surtout, la première des choses, l'observation qu'on met toujours en avant dans la permaculture, l'observation du système naturel et d'essayer de copier ces choses. Ça veut dire qu'aussi, par la suite, ça pourrait être intéressant d'apporter aussi des arbres dans nos zones de culture, comme finalement le font de plus en plus les systèmes qu'on appelle d'agroforesterie. Donc on va mélanger les arbres et toutes les espèces pour faire pousser notre légume et on s'aperçoit qu'en fait, année après année, ces systèmes-là sont de plus en plus autonomes et ont de moins en moins besoin de l'intervention de l'homme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à la fin du mois de juin, le dernier vendredi du mois, pour la 3e capsule sur la permaculture.